bonjour à tous et bonjour en particulier aux réalisateurs de cette vidéo que je remercie, les frères Buffet, qui sont sortis de leur retraite. Il a fallu quand même que j'aille les chercher, mais ils sont prêts à reprendre les séries dont les gens sont demandeurs. Il y a un réel manque, donc visiblement ça reprend. Alors on peut reprendre tout de suite, si vous voulez, avec ce livre qui est le dernier qui a été publié de moi, qui s'appelle « Du pécule au capital ». Ce sont les leçons 4 dans la série des leçons de droit. C'est un livre qui est technique, mais quand je dis technique, cela signifie que j'ai une religion, si vous voulez, pour le droit. C'est l'importance de ce que l'on appelle la casuistique. C'est l'angle par lequel il faut aborder les questions juridiques. C'est-à-dire vous avez des événements, vous avez des anecdotes, vous avez des choses qui arrivent, et ces choses, on peut les ramener à des catégories générales, comme si c'était la répétition de mêmes choses que l'on a vues, et c'est là que l'on parle d'un cas. Et pour un cas, vous avez des questions qui se posent, une ou plusieurs questions. Bon. Et c'est au sujet des questions qu'alors, vous avez les solutions. La question, et la solution, soit elle est immédiate et évidente parce que la question est facile, soit elle est difficile et c'est là que vous avez des discussions. Vous avez des discussions closes et des discussions non closes. Bon. Et au sein du droit civil, largement compris, c'est-à-dire qui implique également le droit des affaires et même le droit public, il existe un cas qui est précisément le cas du pécule. Voilà. Donc c'est ce cas que j'ai voulu regarder à la loupe dans cet ouvrage. Un cas très difficile, un cas qui a retenu les auteurs pendant des décennies, et je fais le point sur ce que l'on peut en dire. Dites-nous à qui ce livre est destiné, parce que c'est un cours de droit, a priori ça ne s'adresse pas à tout le monde. Normalement, surpris, oui. Alors normalement, le cours de droit n'intéresse personne d'autre que les juristes. Mais ça, c'est la particularité des éditions Contre-Culture, grâce à Alain Soral, c'est d'ouvrir quantité de domaines et quantité de sciences qui pour l'instant étaient, on pourrait dire, occultes, à un public qui cherche à se cultiver. Parce qu'il faut resituer ça dans le cadre d'une forme de trahison de l'université et de trahison des savants. Les économistes, les politistes, les juristes, quantité de spécialistes en réalité qui sont soumis à la structure de l'État, en France et ailleurs dans le monde, ne font plus un certain travail, qui au départ doit d'abord être un travail désintéressé, indépendant et libre. C'est ça qui a disparu. Grâce à des éditions comme les éditions Contre-Culture, on peut donc à la fois délivrer un travail qui aurait du mal à être compris et accepté directement au sein de l'université. Donc on donne la possibilité à des étudiants et à des universitaires d'accéder à certains genres de travaux, et en même temps on permet à des gens qui n'ont pas fait de droit d'avoir accès à cette discipline. C'est le but de la collection. Est-ce que vous voulez dire que les étudiants en droit, ils vont lire les bas de page et puis aller regarder ce qui est dit dans la bibliographie, et puis le tout courant, le vulgum pecus, il va se contenter de lire le texte et puis il va avoir compris ce qui le concerne? C'est la 4e leçon de droit que je publie.
Donc avec le recul, je sais mieux quel est le public, en tout cas le public immédiat, hein, et comment il réagit. Alors, il y a effectivement des étudiants en droit qui, pour certains, m'ont remercié de leur avoir expliqué une discipline qu'ils avaient du mal à comprendre de manière plus claire, hein. Il y a des choses qu'ils ont pu découvrir et comprendre grâce à ces ouvrages. Bon, il y a aussi des jeunes, ou des moins jeunes, qui, à la lecture de ces livres, ont eu l'envie de se lancer dans les études de droit, ou de reprendre des études de droit. Un exemple. L'université actuellement est devenue une telle usine, avec des côtés tellement infernaux, que quantité de gens qui pourraient faire d'excellents chercheurs, d'excellents étudiants, d'excellents avocats, d'excellents magistrats, sont dégoûtés. Et tiennent, même s'ils tiennent 3-4 ans, après les 4 ans, vraiment, il n'est pas rare qu'ils aient envie de passer à autre chose. Bon, autrement dit, il y a beaucoup de cases comme ça. Beaucoup de gens ont fait du droit et ont abandonné. Bon. Ça, c'est une partie du public, vous voyez, par exemple, des lecteurs. Donc, je reprends, par exemple, dans ces leçons 4 du pécule au capital, des questions qui sont survolées à l'université, dans un cours, ce qui est normal, en droit des successions, en droit des sociétés, en droit de la tutelle, en droit romain, dans quantité de domaines, il y a des cas donc difficiles qui sont survolés. Bon. Et c'est aussi des cas qui sont abordés dans les thèses, parce que ce sont des cas très techniques. Bon. C'est un peu la magie de cette collection, et en tout cas de la série, et en particulier de cet ouvrage, c'est que je prends des points qui sont extrêmement savants, très techniques, et en même temps je les mets à la portée de tous. Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, hein, qu'on puisse saisir un petit peu mieux? Vous aviez à un moment à Rome, dans l'histoire du droit romain, un système d'organisation qui a été une transition dans l'histoire, où le chef de famille, le père de famille, le pater familias, était donc propriétaire de l'ensemble des biens, et il avait sous sa puissance ses fils et ses petits-fils qui n'étaient pas propriétaires. Ils étaient tous membres de la famille, et toute cette famille relevait du même patrimoine à la tête duquel était le père de famille. Bon. Ça, c'est la première vue de ce système. Mais il existait au sein de ce vaste ensemble des sous-ensembles qu'on appelait le pécule. Et à la tête de ces sous-ensembles de biens, il plaçait un esclave ou un fils de famille. Et le fils de famille ou l'esclave, dans les affaires, dans les contrats, dans les entreprises qu'il menait, il n'engageait que ces sous-ensembles, que le pécule. Bon. Ça a permis le développement des affaires, et c'est pour ça que je dis que les premières structures du capitalisme, elles sont déjà là dans l'Antiquité en réalité, hein. Elles sont déjà là, elles vont être redécouvertes au Moyen-Âge, développées pour donner lieu à ce que nous connaissons, les sociétés à responsabilité, les sociétés anonymes, les partnerships, tout ce conglomérat d'entités qui sert au capitalisme mondial, et qui d'ailleurs est devenu un peu fou, hein. Et donc l'étude sert aussi à retrouver la racine de ces notions, quoi, de ces règles. Donc vous aviez l'ensemble patrimonial à la tête duquel était le père de famille, et le sous-ensemble qui était le pécule, ou qu'on peut dire aussi un capital, ce capital qui était laissé à la responsabilité d'un des enfants, mais qui continuait d'appartenir au père de famille. D'où quelque chose de compliqué. Vous comprenez ? Oui. Parce que le fils de famille n'est pas réellement propriétaire, mais en même temps, et ça générait une comptabilité interne, parce qu'il arrivait au père de payer des dettes qui étaient celles du fils, donc il faut tenir compte de ça, et au fils de payer des dettes du père, et à des biens de passer d'un domaine à l'autre, etc. Et il ne faut pas que ça tourne au désavantage des créanciers, qui ont fait par exemple confiance au fils de famille, sur la base d'un pécule qu'ils n'ont pas envie de voir disparaître au sein du patrimoine familial général, sur lequel ils n'ont aucun droit. Donc je rentre dans toutes ces questions qui peuvent paraître, qui sont techniques, hein, mais je crois vraiment à l'importance de la technique dans le domaine juridique comme ailleurs. On ne peut pas faire l'impasse sur la précision,
la rigueur. Dans tous les domaines, c'est la même chose, que ce soit en chirurgie, en informatique, en mécanique. Si vous voulez faire les choses correctement, vous êtes obligé d'aller au degré de précision requis. Bon. Et en droit, c'est le même genre de problème qu'on a. Il faut de la précision, mais ça se fait pas tout seul. C'est un long labeur, d'ailleurs, de génération en génération. Un travail sur le pécule et sur le capital rentre dans le cadre d'une véritable bibliothèque. Il y a des bibliothèques entières qui sont écrites sur ces questions. Voilà. Et la particularité, encore une fois, c'est que ce soit publié chez Contre-Culture et lu par certaines personnes qui n'ont pas fait de droit. Mais qui, alors, c'est comme ça que je l'écris et les échos que j'en ai eus m'encouragent à continuer, qui arrivent à voir dans le droit le côté artistique du droit. C'est-à-dire que derrière ces questions d'engagement, de dette, d'obligation, de propriété, ce sont des figures. Il y a une certaine esthétique dans ces questions, dans la logique juridique. Hein, il y a une certaine esthétique. Et puis ça a des incidences multiples, que je peux pas développer, ou dont certaines je n'ai pas idée de toutes. Il s'agit encore une fois aussi de la structure de la famille. Il s'agit à la fois de la structure de la famille et en même temps il s'agit d'un outil du capitalisme. Voilà l'étude. C'est un ouvrage à la fois précis qui porte sur un objet bien délimité et en même temps avec des implications assez vastes. J'ai l'impression que je dis souvent en même temps.